Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé aujourd'hui par le groupe UP, dont on remercie chaleureusement l'invitation. Alors, tout d'abord, vous dire que cette date, elle n'a pas été choisie au hasard, la date du 23 avril. Le groupe UP a en effet souhaité organiser cet événement en écho à la Journée mondiale du livre, qui est un événement porté par l'UNESCO qui se tient chaque année le 23 avril. Et c'est un événement qui vise à encourager le plaisir, la découverte du plaisir en tout cas de la lecture, avec des événements organisés un peu partout dans le monde. Alors, quel est le lien avec le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui? Il faut savoir que la lecture, la capacité en tout cas à comprendre ce qu'on lit, c'est une compétence de base qui reste encore mal maîtrisée par un grand nombre de personnes aujourd'hui en France. On y reviendra tout à l'heure. Et puis la lecture, la capacité à lire, c'est aussi garantir l'accès à la culture, à l'autonomie, à l'émancipation des individus, qui sont des valeurs chères au groupe UP. Alors, je vous précise que Patricia et Élise du groupe UP ne sont pas visibles à l'écran, mais elles sont bien avec nous aujourd'hui connectées et elles pourront répondre aux questions que je vous invite à poser dans le chat. Vous avez un onglet voilà, à droite. Je vois que les participants se connectent au fur et à mesure et viennent nous saluer. Bonjour à tous. Et donc, je vais pouvoir vous présenter nos deux intervenantes. Alors, tout d'abord, me présenter rapidement. Je m'appelle Anaïs Boroviac. Je suis chargée de mission nationale à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire et j'ai à mes côtés deux intervenantes. Bonjour à vous deux. Bonjour Audrey Richard. Bonjour Anaïs. Bonjour Michel. Et bonjour Michel Perrin. Je vais vous partager la présentation. Voilà, vous avez normalement la présentation à l'écran. Alors, Audrey Richard, vous êtes présidente de la NDRH et directrice des ressources humaines du groupe UP, donc double casquette aujourd'hui à nos côtés. Et Michel Perrin, vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT au service emploi, sécurisation des parcours professionnels. Alors, on va lancer un sondage qui apparaît dans l'onglet à votre droite, une question qu'on vous invite à répondre et puis on pourra partager les résultats ensemble dans quelques instants. Je vais tout de suite donner la parole à Audrey Richard, qui va pouvoir revenir un petit peu sur le partenariat du groupe UP avec la NLCI, qui dure maintenant depuis quelques années. Pourquoi cet engagement du groupe UP en faveur de la lutte contre l'illettrisme, avec l'illustration de quelques actions portées par le groupe ces dernières années. Oui, merci beaucoup Anaïs. Bonjour à tout le monde. Alors au sein du groupe UP, nous intervenons pour deux types de populations, hein, des salariés pour améliorer la qualité de vie au travail et aussi des collectivités locales pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Et dans nos champs d'action, ce qui nous tient réellement à cœur, alors c'est probablement parce que nous sommes aussi une coopérative, c'est l'accès à la culture. Et nous avons des engagements forts sur la lecture, et notamment avec le chèque lire, qui est le seul titre qui permet, donc prépayé, et qui permet l'achat de livres. Et nous proposons ce chèque lire depuis maintenant plus de 30 ans. Et ce chèque lire est distribué tant dans les entreprises par l'intermédiaire des CSE que dans les collectivités locales par l'intermédiaire d'associations, par exemple, pour justement donner l'accès à la culture, donner l'accès à la lecture. Voilà. Et même si le constat alors, juste avant, donc en effet, au sein du groupe UP, nous avons décidé de signer une convention de partenariat, vous le voyez ici, depuis 2017 et qui a été renouvelée en 2019, parce que ces sujets d'accès à la lecture et de problématiques autour de l'illettrisme qu'on va détailler, nous considérons que c'est une thématique, une problématique que l'entreprise et que le groupe UP doit également traiter. Donc ça, c'est une partie de ma casquette aujourd'hui. Et j'ai une autre casquette, en effet, vous l'avez souligné, Anaïs,
Je suis la présidente de l'ANDRH et au sein de l'ANDRH, nous avons également un partenariat avec l'ANLCI depuis plusieurs années. Cela nous permet de créer des actions de prévention autour de l'illettrisme, d'expliquer ce qu'est l'illettrisme, d'expliquer quelles sont les conséquences de l'illettrisme. Et donc, nous réalisons des actions ensemble autour de webinars, autour d'articles dans notre revue, ainsi que d'explicitation, d'outillage. Et on est le relais, en fait, de la NLCI. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Alors, je vais repartager la présentation et vous proposer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en écoutant la parole de salariés concernés par l'illettrisme. C'est parti. Au travail, j'avais pas de problème à l'époque parce que c'était surtout un travail manuel où il n'y avait pas besoin de savoir écrire. On a toujours des petites choses pour empêcher que ça se voit. On n'a pas de stylo, on n'a pas de lunettes, on voit pas clair. On demande aux autres de le faire parce qu'on n'est pas équipé. Le cursus scolaire, quand même, il est loin, il date de 28 ans en arrière. Donc c'est légitime. Pour pouvoir entrer en confiance. Voilà, donc cette remise à niveau, elle m'a permis d'avoir un petit peu confiance en moi et puis de pouvoir me projeter pour réussir mon projet professionnel. Qui serait d'être soignante un jour. Quand je suis commencé au mois de mai, j'avais un peu de mal dans tout ce qui est l'anime. Et grâce à ces cours-là, en fait, et j'ai réappris, on va dire, de refaire bien comme il faut les soustractions, les divisions. Le problème pour moi, c'est que je ne savais ni lire ni écrire. Les difficultés que j'ai rencontrées, que j'ai développées, c'est avec les collègues tout au départ qui ne savaient pas ma difficulté personnelle, qui ne connaissaient pas parce que on ne se laisse pas voir en principe. La formation m'a rapporté beaucoup parce que ça m'a retiré de là où j'étais, c'est ce que je faisais, et de m'apporter plus en reconnaissance de ce que je fais aujourd'hui. D'un point de vue humain, ce que j'ai gagné, c'est surtout le fait de travailler en groupe. Déjà de une, j'avais pas forcément l'habitude de travailler en groupe. Ça a changé les regards des autres, ça a changé aussi au sein de mon travail, et ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon métier. Le fait de pouvoir mieux m'exprimer rend service autant dans le domaine du travail comme dans ma vie personnelle. Je progresse dans la mesure où je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe, ce qui me permet de faire des rapports à mes responsables hiérarchiques. Pour moi, ça m'aide beaucoup pour voir plus loin. Moi, je suis content, ça m'a permis de retrouver un rythme de travail qui a été très important. Dans la formation, ça m'a appris à revoir des bases que j'avais un peu oubliées, de me préparer à des tests psychotechniques que je sais que je vais être confronté, donc ça c'est vraiment un plus. Je suis à l'aise, parce que c'est dû justement à la compétence clé, quoi. Voilà. Donc j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été renfermé, mais ça m'a développé, quoi. Ça m'a permis de parler en groupe, que je ne faisais pas auparavant. Donc ça m'a permis de me remettre à l'aise et confiance en moi. La formation m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a aidé à mon boulot, j'ai pu remonter de salaire aussi, parce que bon, tu es obligé de faire des formations pour prouver qu'est-ce que tu veux sur le terrain, mais même sur les formations. Alors, j'ai prouvé qu'est-ce que je voulais. J'ai prouvé aux gens que je travaille et à ma famille aussi. Ça a développé aussi chez moi le plaisir d'apprendre, voilà, notamment la lecture. Moi qui n'avais jamais ouvert un livre depuis plus de 30 ans, si je peux me permettre. Donc aujourd'hui, si je n'ai plus de bouquins, eh ben, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Donc j'ai découvert la lecture du fait de mon âge mature, et c'est avec plaisir que je dévore maintenant.
Alors, les personnes que vous venez d'écouter, elles ont tout en commun d'avoir été scolarisées en France, mais pour diverses raisons, elles ont mal acquis les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul, et donc elles sont en situation d'illettrisme. Ces personnes, elles ne sont pas en situation d'analphabétisme, puisqu'elles ont été à l'école, elles ont été scolarisées, et elles ne sont pas non plus sur des problématiques d'apprentissage de la langue, sur des dispositifs qu'on appelle dans notre jargon le français langue étrangère, qui concernent là pour le coup des personnes d'origine étrangère, des personnes migrantes qui arrivent en France et qui doivent apprendre une langue étrangère, le français comme une langue seconde. Donc c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, puisque ce sont bien des personnes dont le français est la langue maternelle, et d'ailleurs on vient de le voir dans ces témoignages, quand elles s'expriment à l'oral, on arrive à les comprendre. Alors, quand on parle de compétences de base, on parle aussi de compétences clés, compétences fondamentales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont un ensemble de compétences qui sont nécessaires à chaque individu pour faire face de manière autonome aux situations de la vie courante. Alors, les compétences de base, plusieurs organisations ont travaillé sur des référentiels. On a l'Union européenne qui propose un socle de compétences clés. La NLCI avait travaillé il y a un certain nombre d'années maintenant avec les branches professionnelles pour travailler sur un référentiel de compétences clés en situation professionnelle pour bâtir des parcours de formation dans le monde du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à chaque fois, en tout cas, un noyau dur de compétences qu'on appelle la base de la base, que sont la compréhension orale, l'expression écrite, la capacité à réaliser un calcul simple, et des compétences un peu plus d'ordre cognitif, comme se situer dans l'espace, dans le temps, se repérer, travailler en autonomie. Et puis les compétences de base, qu'il faut retenir également, c'est qu'elles sont évolutives, elles évoluent en même temps que la société. On le voit très nettement aujourd'hui avec le numérique. Il y a 20 ans en arrière, le numérique, c'était une compétence technique, une compétence qui était réservée à des experts, on va dire. Aujourd'hui, clairement, ça fait partie des compétences de base. Le numérique, c'est une compétence de base. Aujourd'hui, il faut savoir envoyer un courriel, il faut savoir pouvoir répondre à un SMS sur son téléphone, il faut savoir faire ses démarches en ligne pour consulter ses droits à la retraite, par exemple, ou pour envoyer une lettre de motivation ou un CV. Donc, on ne peut plus faire abstraction du numérique et ça fait partie des compétences de base. Et peut-être que dans quelques années, on aura des nouvelles compétences de base. En tout cas, bien retenir qu'on a à chaque fois ce noyau dur sur la capacité à lire, écrire, compter. Alors, combien de personnes sont concernées? Je vais essayer d'accéder aux résultats du sondage. Alors, je ne vois pas de résultat pour l'instant. On va voir si vous avez bien répondu à la question sur le nombre de personnes touchées par l'illettrisme en France. Donc, aujourd'hui, on a 7% de la population âgée de 18 à 65 ans qui est confrontée à l'illettrisme. Ça représente 2 500 000 personnes, donc c'est pas rien. Il faut savoir que plus de la moitié de ces personnes sont dans l'emploi, que plus de la moitié de ces personnes a plus de 45 ans. Et je vous le disais tout à l'heure, ces personnes, elles parlent le français, c'est leur langue maternelle. 71% d'entre elles parlaient uniquement cette langue à la maison à l'âge de 5 ans. Ces chiffres, ils sont intéressants parce qu'ils permettent vraiment de mesurer déjà l'ampleur du problème et puis de faire tomber un certain nombre d'idées reçues qui entourent le problème de l'illettrisme. On aurait tendance à croire, quand on ne connaît pas ce phénomène, que ça touche surtout les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville, par exemple, qui ne parlent pas le français, alors que non, clairement. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais il faut savoir aussi que la moitié des personnes en situation d'illettrisme, par exemple, habitent en zone rurale. Donc voilà, ça éclaire sur l'ampleur du phénomène et sur les caractéristiques, en quelque sorte, de ces personnes. Alors, je n'arrive pas à accéder aux résultats du sondage, mais on réessayera un peu plus tard. On va poursuivre la présentation. Dans le monde du travail, l'illettrisme, ça touche toutes les branches professionnelles. Alors, on a des branches, des secteurs d'activité, effectivement, qui sont quand même beaucoup plus concernés que d'autres. L'agroalimentaire, par exemple, l'agriculture, les métiers du bâtiment, de l'industrie ou tout ce qui va toucher au service à la personne. On a des taux d'illettrisme qui sont très élevés, qui dépassent la moyenne nationale, qui avoisinent même parfois les 10%. Donc, il y a un enjeu très fort à ce que les branches professionnelles se mobilisent. Et là, j'ai envie de donner la parole à Audrey Richard, alors plutôt avec la casquette peut-être ANDRH. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? En fait, Anaïs, c'est exactement ce que vous disiez. En fait, on a un certain nombre d'idées reçues en considérant peut-être que certains secteurs ne seraient pas touchés. Et ce qu'on voit à travers ces études, c'est que finalement, tous les secteurs sont concernés. Donc ça va vraiment à l'encontre de ce que le collectif pourrait avoir en tête.
Et ce phénomène, avec l'allongement des carrières, la transformation numérique, implique une vigilance accrue pour je dirais pour un type de population qui serait les plus de 45 ans, ou parce que on le voit à travers les chiffres, ce ne sont pas non plus les plus jeunes qui sont concernés. Donc je dirais que le sujet est important, le sujet doit être traité dans les entreprises, sur l'ensemble des secteurs, et la population RH, les acteurs RH sont au cœur de ces dispositifs-là pour mettre en confiance, pour rassurer et pour travailler sur ce développement de compétences. Merci Audrey. C'est vrai que ces conséquences au quotidien pour les personnes en situation d'illettrisme, c'est des conséquences vraiment très concrètes qui impactent leur vie de tous les jours, puisque ces personnes, elles vont pas pouvoir utiliser une borne numérique, par exemple, pour retirer de l'argent à un distributeur ou pour remplir un chèque. Alors, si tant est qu'on remplit encore des chèques aujourd'hui, mais ça peut arriver. C'est des personnes qui vont avoir des difficultés à tout simplement laisser un mot à l'enseignant dans le cahier de son enfant. Des personnes qui vont avoir des difficultés à pouvoir faire des démarches en ligne, je vous le disais tout à l'heure. Et puis les conséquences au travail, très clairement, c'est des personnes qui vont avoir du mal à comprendre tout ce qui est écrit, et l'écrit est encore très présent dans nos entreprises. Donc que ce soit des consignes de travail, des notes de service, des horaires, des plannings. Des personnes aussi qui vont avoir de grandes difficultés à pouvoir communiquer avec les collaborateurs, avec les clients ou les usagers, et puis à être autonomes et polyvalents. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises demandent aujourd'hui aux salariés, même les salariés de faible niveau de qualification, on leur demande d'être polyvalents, d'être autonomes sur leur poste de travail. Et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles pour les salariés confrontés à l'illettrisme. Alors là, on vous a mis à titre d'illustration un exemple de texte qui a été rédigé par un responsable de service technique qui travaillait dans une collectivité locale et qui devait en fait très simplement présenter son travail à sa formatrice. Donc c'est une personne qui travaillait sur l'entretien des espaces verts de sa collectivité. Et donc cet exemple, en fait, je vous l'ai mis à l'écran parce que c'est pour vous expliquer qu'en fait l'illettrisme, on n'est pas sur une problématique de faute d'orthographe, de conjugaison ou grammaire. On est vraiment sur la difficulté à écrire. Alors là, il faut essayer de déchiffrer un peu ce qu'il y a à l'écran, mais je récupère, je m'occupe des chantiers, je m'occupe de recenser les chantiers et de valider techniquement et de chiffrer la durée du chantier. Donc voilà, on essaie un peu de déchiffrer, mais vous voyez très clairement qu'on n'est pas du tout sur une problématique de faute d'orthographe. Et donc cette personne-là, elle a été scolarisée en France. Alors, pour agir dans les entreprises, proposer des solutions aux salariés concernés, avant d'aborder la partie solutions, outils, on va s'attarder un petit peu sur les impacts de l'illettrisme sur la performance économique et sociale de l'entreprise. Il faut savoir que l'illettrisme, aujourd'hui, ça représente un coût pour les entreprises, un coût qui peut être financièrement relativement important. Et si l'entreprise, en tout cas, n'agit pas auprès de ses salariés, on met en place et on a le risque d'avoir un cercle invertueux de salariés qui ne peuvent pas prendre en charge des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui du coup ont du mal à accéder à des postes plus qualifiés au sein de leur organisation, qui dans le temps vont voir leurs compétences de base s'effriter et qui du coup se maintiennent dans cette situation d'illettrisme. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été réalisé par Pascal Moulette, qui est enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université Lumière Lyon 2 et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'illettrisme dans le monde du travail. Les impacts de l'illettrisme sur la performance de l'entreprise, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, sur la performance individuelle, on va avoir des salariés qui vont avoir de grandes difficultés à comprendre les écrits, les procédures, les notes de service, des consignes de travail. Des salariés aussi qui vont avoir une très forte appréhension face au changement, que ce soit un changement de hiérarchie, de collègues, un changement dans l'organisation du travail ou dans leur poste. Et puis des salariés qui vont avoir aussi tendance à refuser d'aller en formation, des refus de mobilité, et qui du coup, ces indicateurs, ça va avoir un impact très clairement sur leur employabilité qui va s'en retrouver fragilisée. Sur la performance collective,
on va avoir des collègues du coup qui sont sursollicités par d'autres collègues, par la hiérarchie aussi qui va pouvoir être sursollicitée parce qu'on va leur demander de réexpliquer les consignes, de donner des explications supplémentaires, d'aider certains collègues qui ne sont pas en capacité de faire, ce qui va entraîner des difficultés d'organisation avec un manque de flexibilité des agents, un manque de polyvalence des salariés qui finalement vont avoir de grandes difficultés à pouvoir prendre des initiatives. Et ça va entraîner, bien sûr, une perte de temps dans l'activité et des glissements de fonction. Sur la performance économique, on va avoir des surcoûts qui vont être liés à la régulation d'erreurs, puisqu'il va falloir corriger le travail de certains salariés, il va falloir peut-être refaire le travail sur certaines activités. Ce qu'on constate également dans les entreprises où on a des salariés en situation d'illettrisme, c'est qu'on a un recours aux heures supplémentaires, aux intérimaires, qui est plus important que la moyenne, un taux d'absentéisme aussi plus élevé en général et un turnover plus important. Ces impacts sur la performance économique, ils vont entraîner un impact sur la compétitivité de l'organisation, puisque ça va représenter un frein au développement de nouveaux projets, de nouvelles formes de travail. On le voit très clairement avec le numérique dans certains secteurs professionnels, en pleine transition numérique. Quand on modifie l'organisation du travail, par exemple dans le secteur de l'aide à domicile. Pour vous donner un exemple très concret, on avait proposé, on avait imposé plutôt aux salariés de renseigner des comptes rendus d'intervention et des informations diverses sur des tablettes, alors qu'avant ça se faisait sur un formulaire papier très simple où il y avait trois cases à cocher. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que certains salariés ne savaient pas renseigner les documents, n'arrivaient plus à suivre. Alors, non pas tous parce qu'ils avaient des difficultés avec le numérique, mais parce que certains étaient en situation d'illettrisme. Donc, c'est aussi à ce moment-là, ça peut être un élément déclencheur de prise de conscience pour l'organisation que certains salariés peuvent être en difficulté. Sur la performance sociale et la qualité de vie au travail, les situations d'illettrisme, elles vont pouvoir entraîner des tensions entre collègues et du coup avoir un climat social dégradé dans l'organisation avec un sentiment de sous-effectif, par exemple, et à l'inverse, une surcharge de certains salariés qui doivent faire à la place d'eux. Du côté des salariés en situation d'illettrisme, on va avoir souvent des situations de stress, de peur, parfois même de panique de ces personnes-là qui souhaitent pas du tout changer. C'est-à-dire que quand on va leur proposer dans leur formation, ça va être des refus systématiques. Quand on va leur proposer des changements dans leur organisation du travail, ça va être des refus systématiques. Et je tiens à attirer vraiment votre attention sur ce point-là, c'est que ces salariés, ils ont quand même des compétences et qu'il ne faut pas interpréter le refus, par exemple, d'aller en formation comme une démotivation du salarié qui ne s'intéresse pas. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, peut-être que ce salarié, il refuse parce qu'il sait que s'il va en formation, il va échouer. Il sait que s'il va en formation, c'est un risque pour lui de mettre à jour ses difficultés vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de sa hiérarchie, et ça, il veut pas. Donc voilà, c'est important quand on l'a en tête de se dire, mince, ce salarié, effectivement, peut-être que ça cache des difficultés autres. Et je terminerai sur la marque employeur. Donc sur la marque employeur, les impacts, ça va être une insatisfaction des clients ou des usagers, très clairement, parce que la qualité de service rendu ne va pas être optimale. Et puis, ça peut donner aussi l'image d'une structure qui ne fait rien pour les salariés les plus fragiles et les moins qualifiés. Donc là, on se place plutôt du côté de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça peut donner une image plutôt négative. Alors, Anaïs, oui. Ouais, j'aimerais intervenir parce que, en fait, tous ces éléments, quand on les évoque, ils sont facilement compréhensibles. Sauf qu'en entreprise, quand on est face à un salarié, soit en tant que manager, soit en tant que RH, face à un salarié qui s'absente sans qu'on connaisse vraiment la raison, qui n'applique pas les consignes, qui refuse une mobilité, etc. Si on n'est pas sensibilisé à cette problématique de l'illettrisme ou de l'électronisme, ce qui est de même nature, on peut vraiment passer à côté de cette compréhension de l'individu, de notre salarié, du salarié. Et je pense que la fonction RH, donc à travers un certain nombre de sensibilisations, soit par la NLCI, soit par la NDRH, soit par des lectures, peut capter cette problématique et ces signaux faibles.
Voilà, ce qui est déjà un pas. Maintenant, je pense qu'il y a un autre pas à franchir dans les entreprises, ce sont les managers et le rôle du manager dans la détection de ces signaux et de ces marqueurs qui, comme ça à première vue, pourraient ne pas être compris. Et donc le rôle de l'entreprise, là encore, on le voit, ça a une conséquence sur la performance économique, sociale, sur le lien collectif. Le salarié en tant que tel a vraiment tout son rôle à jouer sur une problématique que peut-être on aurait pu penser complètement réglée. Et en fait, quand on regarde les chiffres, quand on regarde cette démonstration de conséquences et d'impact sur la performance, la masse salariale, etc., il y a vraiment des choses à faire dans les entreprises. Voilà, c'était mon petit complément par rapport à ce sujet-là. Merci Audrey. Oui, vous touchez vraiment du doigt le point sensible, qui est effectivement la sensibilisation et l'information sur le sujet. Il y a encore, il y a beaucoup de travail qui a été fait. La NLCI travaille avec les branches professionnelles, les opérateurs de compétences, la NDRH, les partenaires sociaux, beaucoup d'organisations pour informer et sensibiliser. C'est vrai que ça reste un problème qui est invisible justement parce que les personnes, elles cachent leurs difficultés dans le travail. Donc, c'est pas évident d'aller les repérer. On a des outils pour ça et je vous les présenterai dans un instant. Mais c'est vrai que c'est l'étape fondamentale si on souhaite après pouvoir proposer des solutions aux personnes concernées. Pour vous donner un exemple des coûts cachés de l'illettrisme, donc c'est un travail toujours qui a été conduit par Pascal Moulette dans le cadre de sa thèse sur les coûts cachés de l'illettrisme. Donc là, on est sur une entreprise du secteur de l'industrie où on a un diagnostic qui avait été réalisé dans un service de 9 personnes où on avait constaté donc des dysfonctionnements comme l'abandon en cours de formation, des produits qui n'étaient pas conformes, le recours à des heures supplémentaires et d'autres, et qui avaient été convertis en fait en montant financier à partir d'une démarche scientifique sur 2 volets. D'une part, le surtemps, c'est-à-dire le temps supplémentaire qui était jugé inutile parce qu'il était passé à réguler les erreurs et les lacunes du personnel, qui s'élevait à plus de 23 000 €, et le sursalaire. Donc là, on a une formule mathématique qui permet en fait de calculer le montant de la masse salariale qui doit être engagée pour réguler ces erreurs du personnel. Et là, on est sur un montant qui dépasse les 100 000 €. Donc, voilà, c'est pour vous montrer quand même que ces chiffres, ils sont très importants. Ça représente 4,4% de la masse salariale pour cette entreprise de 52 ETP. C'est pour vous montrer aussi que l'investissement dans la formation de base des salariés les moins qualifiés, pour une entreprise, très clairement, ça représente un investissement sur le long terme, dont le coût est nettement inférieur au coût caché que représentent les situations d'illettrisme si l'entreprise ne fait rien. Alors, pour faciliter la mobilisation des entreprises, la prise de conscience, on en parlait à l'instant sur ce sujet, la NLCI met à disposition un outil de diagnostic qui s'appelle Evagile, qui s'adresse aux entreprises publiques, privées et qui permet vraiment en 10 à 15 minutes d'obtenir un diagnostic pour mesurer les risques pour l'entreprise d'avoir des situations d'illettrisme. Donc, on a un algorithme dans l'outil qui va aller questionner l'entreprise sur son secteur professionnel, sur le profil de ses salariés, le niveau de qualification, à partir d'indicateurs finalement objectifs, qui va pouvoir communiquer un pourcentage de risque pour l'organisation d'avoir des situations d'illettrisme. Alors attention, on n'est pas sur 75% de salariés qui sont en situation d'illettrisme dans l'organisation, on est bien sur 75% de risque. Donc un taux qui va de 10, 25, 50 à 75%. Ensuite, on invite l'entreprise, l'organisation à poursuivre le diagnostic pour aller approfondir un petit peu, la questionner sur ce qu'on appelle les signaux faibles de l'illettrisme à travers 21 questions où on va la questionner donc, sur des choses qu'on a évoquées ensemble au début du webinaire, à savoir si on a des salariés qui préfèrent par exemple travailler de nuit parce qu'ils sont moins sollicités. Est-ce qu'on a des salariés qui refusent d'aller en formation? Est-ce qu'on a des salariés qui se retrouvent perdus dès qu'on change ne serait-ce qu'une toute petite chose dans l'organisation du travail? Donc 21 questions qui vont permettre de communiquer à l'entreprise un diagnostic détaillé en mesurant l'incidence coût, l'incidence évitement et l'incidence contournement sur une échelle de 0 à 23. Donc l'incidence coût, bon, c'est assez clair, on va mesurer l'impact sur la performance économique de l'organisation. L'incidence évitement, on va aller questionner les stratégies
d'évitement mis en place par les salariés pour dissimuler en fait leurs difficultés. Donc là, on va mesurer les impacts en termes économiques et sociaux. Et l'incidence contournement, on va être davantage sur la mesure des impacts liés aux stratégies des salariés pour faire croire en fait qu'ils sont complètement autonomes sur leur poste de travail. Et on a certains salariés qui déploient une énergie vraiment impressionnante, je peux vous le dire, pour masquer leurs difficultés. Et donc là, les incidences, elles vont être davantage sur le bien-être au travail. À l'issue de ce diagnostic, la plateforme met en relation le répondant avec son opérateur de compétences directement. En un clic, on arrive sur la page de son opérateur de compétences dédié à l'offre de services illettrisme et compétences de base pour pouvoir ensuite faciliter la mise en relation avec son OPCO et la mise en place de solutions à destination des salariés. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie de ce webinaire en présentant quelques outils simples pour pouvoir agir dans votre entreprise. Alors le premier outil, c'est un module qu'on a lancé au mois de décembre qui s'appelle Illettrisme tous concernés. Alors là, c'est vraiment l'incontournable. C'est pour découvrir le sujet de l'illettrisme, savoir l'essentiel en 10 minutes. C'est un outil vraiment très sympa. Vous pouvez le faire sur votre téléphone portable. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps. C'est pour être au clair sur les notions, les définitions, les chiffres. Et on vous propose dans cet outil 4 petites capsules thématiques. Donc, il y en a une qui concerne le monde du travail, où on met en scène un salarié en fait qui travaille sur une machine d'imprimerie. La machine tombe en panne, elle se casse. On voit le salarié qui est complètement pris dans un état de panique. Son supérieur qui vient le voir et on montre en fait un petit peu les postures et du salarié en situation d'illettrisme et de sa hiérarchie pour mettre en fait le salarié en confiance et l'amener à parler de ses difficultés pour en fait donner au grand public les indices de l'illettrisme et les postures adaptées pour pouvoir parler du sujet. Donc ça, c'est vraiment l'incontournable, c'est la base de la base pour s'informer sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à aller visiter cet outil, à le faire connaître autour de vous. Ensuite, sur les outils plus particulièrement dédiés au monde de l'entreprise, on a une plaquette d'information, donc en version papier et en version numérique, qu'on avait conçue en partenariat avec l'ANDRH. Donc Audrey, si vous voulez peut-être en dire un mot. Oui, c'est une plaquette qui reprend les compétences de base des salariés qu'on a développées tout à l'heure et qui en face donne un certain nombre d'axes de solutions ou d'axes de pistes pour développer ces compétences. Et je compléterai en indiquant que en ligne, on a énormément de choses disponibles. On a des parcours de formation qui sont gratuits. Donc, les entreprises peuvent utiliser ces plaquettes pour faire de la sensibilisation et ensuite proposer aux salariés et aux managers pour qu'ils accompagnent leurs salariés ou RH, des formations en ligne, des formations sur mesure, et ce qu'on voit apparaître également, ce sont des propositions pour se certifier. On a, peut-être que vous allez en parler après, mais de la certification clé A pour des salariés qui sont en difficulté sur les compétences de base. Et je dirais que dans une entreprise, ça peut être un plan d'action que de dire, bah voilà, on fait le constat, on donne de l'info, on forme, et après, on propose de la certification. Je peux aussi évoquer le projet Voltaire, qui peut être aussi intéressant dans les entreprises pour monter en compétences sur le français. Et ce qui me semble important de souligner, c'est aussi de dire que quand on va se mettre à communiquer sur ces sujets-là, il faut bien penser que les personnes qui vont être concernées ne vont pas forcément pouvoir lire très précisément nos informations. Donc, il va falloir travailler sur des affichages qui sont faciles à lire, faciles à comprendre. Et je prends l'exemple du Covid, de ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Dans les affiches où on donne des consignes écrites, bah, il faut aussi penser à ce public et réaliser des affiches avec plutôt des images, des couleurs pour en tout cas faciliter la compréhension. Et ce qui me semble vraiment très très important, c'est de vraiment pas stigmatiser sur cette population.
Et dans la mesure où illettrisme, on l'a dit, hein, ça signifie pas manque d'intelligence ou manque de compétences, hein, parce que ces personnes ont réellement, au fur et à mesure du temps, développé des trésors d'agilité pour fonctionner justement en équipe et sur leur poste de travail. Merci beaucoup, Audrey. Alors, vous en parliez effectivement dans les ressources mises à disposition pour se professionnaliser sur le sujet, pour savoir comment parler aux personnes concernées sans les stigmatiser, avec une posture bienveillante, de mise en confiance. On propose effectivement un parcours de e-learning qui dure 1h30, avec 3 modules de 30 minutes, qui pour le coup s'adresse vraiment aux acteurs de l'entreprise, donc en allant du responsable formation, des RH, encadrant, mais aussi les élus des comités sociaux d'entreprise, les élus représentants du personnel, les managers de proximité, hein, qui sont vraiment des acteurs incontournables pour opérer les situations d'illettrisme. Donc là, c'est l'étape un petit peu plus loin, on se professionnalise sur le sujet pour pouvoir aborder la question avec les personnes concernées. Pour aller ensuite encore plus loin, un cran au-dessus, on a développé un outil qui s'appelle Evacov pour évaluation des compétences de base. C'est un outil d'évaluation donc sur ordinateur qui se matérialise par des tests, en fait, des exercices qu'on propose aux personnes de passer pour identifier les manques. Alors, identifier aussi les compétences qu'elles maîtrisent, bien sûr, mais aussi les manques pour lesquels elles auraient besoin d'une action de formation. C'est un outil qui est relativement simple d'utilisation, en tout cas pour les bénéficiaires, pour les salariés concernés, avec des exercices écrits. Alors on n'est pas du tout sur des méthodes scolaires, on est vraiment sur des exercices contextualisés, soit des situations de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, avec des consignes qui sont également écrites, mais aussi orales. Donc, tant du côté de l'utilisateur que du côté de l'entreprise qui souhaite s'en emparer, on n'a pas besoin d'être un spécialiste clairement de l'évaluation pour pouvoir l'utiliser. L'avantage, c'est qu'il va permettre de restituer les résultats de ces évaluations à l'entreprise et puis de pouvoir mieux orienter derrière les personnes vers des parcours de formation adaptés. Par exemple, parce que bon, c'est un outil qui ne s'utilise pas uniquement à destination des salariés, on a des missions locales, par exemple, qui l'utilisent, on a des agences Pôle emploi qui peuvent aussi s'en emparer. En tout cas, dans le monde du travail, une entreprise peut se dire, par exemple, cette année, à l'occasion des entretiens professionnels annuels obligatoires, on va proposer à un certain nombre de salariés, notamment nos salariés les moins qualifiés, de passer ces tests. Alors, on ne va pas leur présenter les choses en leur disant on vous fait passer des tests, une évaluation, parce qu'on sait que c'est des mots qui peuvent faire peur auprès de ces salariés, mais leur présenter voilà, une démarche en leur expliquant qu'on fait un point sur leurs compétences et qu'on va utiliser cet outil pour mettre en évidence les compétences qu'ils maîtrisent et puis celles pour lesquelles ils auraient un besoin de formation. On vous propose maintenant de passer à l'étape formation. Donc, Audrey on a parlé un petit peu et puis Michel va pouvoir en parler également, je pense, sur la certification CLEA. Donc, je pense que vous devez la connaître. C'est une certification qui a été élaborée par les partenaires sociaux en 2015 et qui vient attester de la maîtrise d'un socle de compétences de base en milieu professionnel, qui est porté donc par Certif Pro, donc une instance paritaire, qui est tête de réseau des associations Transition Pro implantées partout dans le territoire. Pour les personnes en situation d'illettrisme, cette certification CLEA, on pense que c'est vraiment un levier pour accrocher les personnes vers la formation à 2 titres. Le premier, c'est que c'est une certification qui est interprofessionnelle, interbranche, et donc qui peut être passée par n'importe quel salarié avec des compétences transversales d'un secteur professionnel à un autre. Donc, ça permet de donner des repères sur la maîtrise de ces compétences et pour les salariés et pour les entreprises. Le deuxième point vraiment très important, c'est que les personnes en situation d'illettrisme, souvent, elles ont quitté l'école très tôt. Pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont aucun diplôme, aucune certification. Et quand on leur propose de retourner en formation et qu'à la clé, il y a l'obtention d'un certificat, c'est très motivant pour ces personnes. Et on a eu la chance de pouvoir assister à des remises de certificats, alors c'était en territoire normand il y a maintenant quelques années, pour des personnes en situation d'illettrisme qui avaient obtenu leur certificat CLEA à l'issue d'un parcours de formation. Et je peux vous garantir que quand on voit la fierté de ces personnes qui ont obtenu leur premier certificat, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est un levier excellent pour accrocher ces personnes vers des parcours de formation. Et puis CLEA, c'est pas une fin en soi, ça s'intègre vraiment dans un parcours. Et les personnes qui obtiennent leur CLEA, bien souvent, elles ont envie ensuite de continuer à se former
On est vraiment dans une démarche de formation, pour le coup, tout au long de la vie, d'accéder à des formations qualifiantes. On a des personnes qui s'engagent, par exemple, dans des parcours pour obtenir des CQP. On a vu des personnes qui s'étaient engagées dans des parcours pour être aide-soignante, par exemple, chose qu'elles n'avaient jamais imaginé auparavant. Donc voilà, c'est un levier en tout cas très, très intéressant. Ce n'est pas la seule réponse, hein, bien sûr. On a aussi des certifications de branche pour la maîtrise des compétences de base. On a d'autres formations qui ne sont pas nécessairement qualifiantes, qui permettent en tout cas de travailler les compétences de base ancrées dans les situations de travail. Donc c'est une réponse formation parmi beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'était important de la mentionner aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant laisser la parole à Michel Perrin, vous dire peut-être simplement avant que l'ANLCI, donc c'est une organisation qui travaille avec un très grand nombre d'acteurs de divers horizons, de divers secteurs professionnels. On a une instance qui s'appelle le comité consultatif qui réunit une centaine d'organisations représentatives de la société civile, parmi lesquelles donc, siègent les partenaires sociaux, les instances représentatives des salariés et des employeurs. Et on a choisi aujourd'hui de donner la parole à la CFDT parce que c'est un acteur qui s'engage depuis maintenant de très, très nombreuses années sur la lutte contre l'illettrisme et qui propose un outillage vraiment très opérationnel pour les délégués du personnel. Et je m'arrête là, je laisse la parole à Michel. Bonjour à tous et merci de cette occasion donc de vous présenter les actions de la CFDT dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Donc je suis Michel Perrin, je travaille à la CFDT, je suis aussi co-animatrice de la commission certification à CertifPro. CertifPro, qui, comme vous l'a dit Anaïs tout à l'heure, porte le certificat CLEA et on va voir aussi CLEA numérique. Donc, un partenariat de longue date entre la NLCI et la CFDT qui s'est notamment concrétisé par la signature du pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme, de la dépendance à la liberté. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a travaillé avec l'ANLCI pour proposer un outil dans le cadre de ressources internes que nous avons, pour proposer de la documentation et des liens et une aide aux militants CFDT dans les entreprises afin de travailler avec les employeurs et puis pour qu'ils, je dirais, exercent leur responsabilité qui est inscrite au Code du travail dans le cadre du développement et du maintien de compétences des salariés, comme ça a été déjà signalé tout à l'heure par Audrey et Anaïs. Alors, donc, ça fait plusieurs années donc, que l'on met des outils à la disposition des militants CFDT dans les entreprises. Le premier outil s'appelait le kit SPP et aujourd'hui, donc, nous sommes sur un dispositif dans le cadre de ARC qui signifie accompagnement, ressources et conseils. Et donc, c'est la façon dont la CFDT propose une aide à ses militants pour agir dans l'entreprise. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, évidemment, les enjeux pour les salariés, on va pas y revenir. Les enjeux sont d'autant plus importants pour la CFDT dans la période que nous sommes dans un contexte après-crise qui risque d'être assez sinistré par rapport à beaucoup d'emplois et où, pour sécuriser les parcours de formation, les parcours professionnels, pardon, il faudra que les salariés s'engagent dans des parcours de reconversion, même des salariés pour qui aujourd'hui c'est difficile à envisager. Donc la lutte contre l'illettrisme prend encore plus son sens dans la période et du coup, nous, ce que la CFDT préconise, c'est que dans la mesure où il y a une utilité dans l'entreprise, on a vu tout à l'heure l'outil de Pascal Moulette pour évaluer les risques de l'entreprise, donc c'est peut-être une première étape, mais pour nous, à la CFDT, il est important que si dans l'entreprise les risques d'illettrisme existent et si des situations d'illettrisme ont été identifiées, il est important que dans le plan de développement des compétences figurent des actions de lutte contre l'illettrisme parce qu'on le sait, la formation, c'est quasiment la seule façon
d'agir contre l'illettrisme. C'est un passage quasi obligé par rapport à l'illettrisme. Alors, tout à l'heure, ça a été signalé, Audrey et Anaïs ont signalé donc les différents signaux faibles qui pouvaient donc permettre d'identifier des personnes qui seraient en situation d'illettrisme. Nous, on voulait aussi vous parler d'un rapport qui a été fait en 2018 par Christian Janin et Yves Inkin sur développer les compétences de base des solutions existent et du coup qui nous donne un certain nombre, qui nous liste des signaux faibles dans l'entreprise comme des salariés qui sollicitent le responsable, comme ça a été dit tout à l'heure, comme des salariés qui attendent avant de prendre leur poste que les affectations soient affichées à l'entrée du service parce qu'ils n'ont pas, compris, des salariés qui préfèrent travailler dans les équipes de nuit, donc pour limiter les sollicitations, etc., etc. Donc, on sait que cette phase d'identifier les signaux faibles, évidemment, les organisations syndicales peuvent y contribuer, mais ce n'est pas leur responsabilité. On sait aussi, ça a été dit, que ces salariés qui sont en situation d'illettrisme développent énormément de stratégies agiles de contournement et que c'est très difficile pour eux de s'engager dans de la formation parce que c'est un aveu de leur faiblesse et qu'il y a toujours la crainte pour son emploi, toujours la crainte pour la reconnaissance professionnelle. Alors, ce qu'on propose, nous, dans les entreprises, c'est donc que les besoins et les freins soient levés donc, dans une première étape. Donc, ça, c'est effectivement un travail à faire avec les RH, mais qui peut être porté aussi dans le dialogue social, hein, d'ouvrir le sujet dans le dialogue social. Alors, il y a plusieurs occasions à cela, hein, les opérations autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les bilans sociaux, le plan de développement des compétences quand il vient en débat dans le dialogue social, et donc de convaincre l'employeur de sa responsabilité pour lutter contre l'illettrisme. Ensuite, l'idée, c'est de négocier des moyens pour agir. Donc, quelles actions de formation, quel plan d'action et peut-être en démarrant comme par les outils qui ont été présentés tout à l'heure par Anaïs, avec la formation à distance, c'est un bon moyen pour commencer. Une étape très difficile, c'est de convaincre les salariés concernés de l'intérêt de suivre la formation. C'est pas facile. Et quelquefois, on se rend compte qu'on a réussi à convaincre l'employeur donc d'inscrire au plan de développement des compétences, ex-plan de formation, des actions de lutte contre l'illettrisme. Mais effectivement, c'est très difficile de mobiliser les salariés. Donc, c'est important aussi ensuite pour les partenaires sociaux de suivre la mise en œuvre de ces actions. Alors, évidemment, je vais vous parler de Cléa, ça a été dit par Anaïs, ça a été repris également par Audrey dans sa mission dans la NDRH. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est une certification donc, qui s'appelle Cléa, qui a été construite par tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux, en 2015-2016, étaient signataires de ce nouveau référentiel. Alors, c'est un socle de compétences et de connaissances professionnelles qui est porté donc par l'association Certifpro, comme ça a été dit, et qui est mis en œuvre, c'est la mise en œuvre française du socle de compétences clés européen. Donc, on se rattache de cette façon à des études européennes qui ont été faites et à des recommandations pour tous les travailleurs européens, qu'ils soient actifs ou demandeurs d'emploi. Alors, on est dans 7 domaines de savoirs fondamentaux et de soft skills, parce qu'en fait, on part du principe que c'est très, très important de valoriser toutes les compétences des personnes, de ces personnes concernées, et pas seulement les compétences qui leur font défaut. Donc, les 7 domaines de Cléa, c'est la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul, l'utilisation des nouvelles technologies, l'aptitude à travailler en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif, la notion d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie,
la maîtrise et les gestes des postures et le respect des règles d'hygiène et de sécurité dans des environnements élémentaires, enfin des règles élémentaires, pardon. Alors, donc du coup, l'idée de Cléa, c'est de s'inscrire dans une démarche pédagogique, de valoriser les compétences de la personne par une première étape qui va être une évaluation préalable des points forts et des points faibles. Et évidemment, comme on va plus loin que les savoirs fondamentaux, il y a souvent beaucoup de personnes qui valorisent l'aptitude à travailler en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et la notion d'apprendre à apprendre avant d'avoir suivi la formation. Et ensuite, donc, il y a des personnes qui peuvent, dans le cadre de l'évaluation préalable, avoir tout de suite les possibilités de répondre à toutes les compétences et d'avoir leur certificat Cléa. Et autrement, donc l'idée, c'est de prescrire pour chaque individu un parcours de formation individualisé en fonction de ses points faibles et ensuite de s'inscrire et d'obtenir son certificat Cléa. Alors, le Cléa a été construit par les partenaires sociaux avec deux grands objectifs: de rendre visibles les compétences pour l'insertion professionnelle. Ça, c'est très important. Le patronat disant, ben voilà, nous, le socle de base qui est important pour nous par rapport aux compétences. Pour nous, c'est important de disposer de tout ce socle de compétences et ça le fait d'avoir Cléa, ça nous rend visibles ces compétences. Et ensuite, c'était aussi, comme ça a été dit tout à l'heure par Anaïs, de donner les moyens pour engager un parcours de formation et de donner les moyens pour se former. Et on voit bien que sur les formations notamment de niveau 3, et il y a beaucoup de personnes qui ont pu commencer à se former dans des CQP, des CAP ou des titres du ministère du Travail, etc., ou dans des titres du ministère de la Santé. Voilà. Donc, je voulais aussi signaler un autre socle qui a été créé par les partenaires sociaux et qui va au-delà du domaine des NTIC du Cléa de base. C'est un socle pour lutter contre l'électronisme. C'est un socle qui s'appelle Cléa numérique et qui a été élaboré par les partenaires sociaux avec le ministère du Travail. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup, Michel, pour cette illustration très concrète de ce qu'on peut proposer aux délégués syndicaux de la CFDT. Alors, on va voir terminer la présentation. Donc, vous rappelez l'existence du numéro vert illettrisme infoservice, le 0811 10 35. Faut pas hésiter à contacter ce numéro pour avoir connaissance des solutions proches de chez vous. Alors, c'est un numéro que vous pouvez vous-même contacter si vous souhaitez apporter un appui à une personne en situation d'illettrisme, mais vous pouvez aussi inviter les personnes en difficulté à contacter ce numéro. En fait, elles seront mises en relation avec les centres ressources illettrisme du lieu où elles appellent pour faciliter une aide, une mise en relation avec des acteurs du territoire, des associations, de l'aide dans ces démarches. Voilà, quels que soient leurs besoins, il y a des équipes de proximité qui sont là pour vous accompagner, également nos correspondants en région et une équipe nationale à la NLCI. Et donc, on vous a remis l'adresse de notre site internet. Alors, on a fini la présentation. Je pense il nous reste un petit instant pour passer aux questions-réponses. Donc, je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions qui ont obtenu des réponses. Merci à Élise et à Patricia. Je vois qu'on avait une question sur les troubles 10. Une question d'une personne qui nous demande, dans ces chiffres officiels, combien de ces personnes sont porteuses de troubles 10 ? Alors, selon les résultats de l'enquête, on a effectivement 20% des jeunes adultes détectés en situation d'illettrisme qui présentent des troubles 10. Donc, il y a une corrélation. Souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas été repérés comme étant en situation d'illettrisme dans leur parcours scolaire, justement parce qu'ils avaient des troubles 10. Et on a effectivement, pour une catégorie de la population, le cumul en fait de ces difficultés. Et donc là, c'est un peu la double peine pour ces personnes qui présentent des troubles 10 et qui, en plus, du coup, sont en situation d'illettrisme. Ça agit un peu comme un facteur aggravant, on va dire. Donc peut-être vous informer, vous dire que la NLCI s'est rapprochée de la Fédération nationale des orthophonistes. On a travaillé avec eux sur la sensibilisation.
des orthophonistes et sur l'outillage, justement toujours un peu sur la sensibilisation, la posture pour parler du sujet à ces personnes-là. Et donc, on a une plaquette qui a mis à disposition sur notre site internet. On vous mettra peut-être le lien dans le fil de discussion. On avait aussi une question. Pensez-vous qu'on puisse accéder à des démos des outils que vous avez présentés, Evagile et Vacob notamment? Alors oui, tout à fait. Alors pour ce qui concerne Evagile, l'outil de diagnostic pour les entreprises, vous pouvez, en vous connectant à l'URL d'Evagile, accéder à une version démo. Vous aurez un bouton version démonstration qui vous permet en fait de réaliser le diagnostic et d'aller naviguer dans la plateforme sans générer un résultat dans la base de données. Et Vacob, on peut organiser pour certains partenaires des présentations de l'outil, des présentations de prise en main de la plateforme. Et vous avez aussi sur notre site internet, on vous enverra le lien également, une plaquette qui présente la plateforme et une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube également, qui vous présente comment ça fonctionne du côté de l'évaluateur, du côté du bénéficiaire, en vous donnant un peu un aperçu des tests qui sont proposés. On avait, je crois, aussi une question sur le recrutement. Nous savons qu'un CV plus lettre de motivation avec des fautes d'orthographe sont très vite écartées. Que peut-on proposer aux recruteurs et acteurs RH? Alors, est-ce que Audrey, vous souhaitez intervenir sur cette question pour répondre à deux voix? Oui, alors on a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à de la visio-entretien. Donc, ça peut être aussi une façon de se présenter différemment. Et ça se développe vraiment de plus en plus. Donc, ça peut être un axe. En complément, effectivement, je parlais de l'outil Evacop tout à l'heure sur des salariés qui sont déjà dans la structure. Ça peut être un outil aussi qu'on peut envisager comme un outil d'appui au recrutement. Quand on est face à un candidat potentiel, on peut lui proposer de réaliser ces tests pour évaluer. Et ça permet en fait de détecter une situation d'illettrisme avant le recrutement. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Alors, vous dire que je crois que ça a été précisé dans le fil de discussion, le webinaire sera disponible en replay. Donc, voilà, pour ceux qui n'avaient pas pu être présents ce matin, vous pourrez le visionner ensuite. On vous remettra tous les liens des outils qui ont été présentés ce matin. Je regarde s'il y a quelques nouvelles questions qui arrivent. Je reprendrai bien un commentaire que j'ai vu passer par Anne Mességuet qui indique que au-delà de l'entreprise, de la collectivité, c'est aussi une histoire de famille, de vie personnelle. Et je trouve que c'est un très bon commentaire et qui rejoint un autre commentaire que j'ai pu voir de Christelle Peignon de Up, qui indique que finalement c'est l'affaire de tous. Donc je suis complètement de cet avis. C'est l'affaire de tous et en tout cas vous l'aurez compris, Up, on est engagé sur ces sujets-là et on essaie de contribuer à cette affaire de tous. Voilà pour moi. C'est effectivement un sujet qui concerne tout le monde et puis ça me permettra justement, merci Audrey, de faire le lien avec les journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme qui se tiennent chaque année la première semaine de septembre autour du 8 septembre qui est la journée contre l'alphabétisation portée par l'UNESCO. Effectivement, ça vise à faire connaître le sujet de l'illettrisme parce que tout le monde à son niveau peut apporter un appui pour accompagner les personnes concernées. Tout le monde est concerné, c'est vraiment un sujet de société que chacun doit pouvoir porter et donc il faut amplifier et continuer et poursuivre les efforts de sensibilisation et d'information et donc c'est ce qu'on propose à l'occasion de ces journées de septembre, de faire un focus avec des événements qui sont organisés partout en France pour faire connaître le problème et surtout les solutions pour pouvoir accompagner les personnes et puis des temps de sensibilisation qu'on fait tout au long de l'année avec nos partenaires. J'ai l'impression, Anaïs, je me permets, donc Michel, il y a des questions, il me semble, sur la formation pendant le temps de travail. J'ai deux questions sur le sujet. Ouais, c'est vrai que j'ai vu passer ça. Moi, j'incite à le faire sur le temps de travail. On a vu que ça avait des conséquences importantes, individuelles, collectives, économiques, et des conséquences importantes au sein de l'entreprise. Voilà, tout à l'heure je parlais du projet Voltaire. On a un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place ce type de projet pour développer les compétences
autour de l'expression, autour de l'écriture, etc. Ces formations, elles peuvent être réalisées sur le temps de travail. On le fait chez Up, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Pour moi, ça a tout son sens aussi. Oui, on encourage vraiment à ce que les formations elles se tiennent sur le temps de travail. Alors déjà, c'est on peut le rappeler, une obligation réglementaire des employeurs de veiller à l'adaptation de tous leurs salariés à leur poste de travail. Et puis, dire aussi qu'effectivement, les parcours de formation peuvent parfois être longs pour certains salariés qui ont de grosses difficultés, mais on met à disposition des solutions inspirantes et des guides pratiques sur lesquels on encourage vraiment les entreprises à s'appuyer pour trouver les modalités en fait les plus adéquates pour organiser ces parcours de formation, parce que effectivement il y a des questions très concrètes qui se posent de comment on remplace les salariés quand ils sont en formation, comment on peut s'organiser pour faire venir l'organisme de formation dans l'entreprise, pour lever un certain nombre de freins périphériques autour de la garde d'enfants par exemple, sur les questions de la mobilité des personnes, des salariés qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre de l'entreprise ou de leur domicile au centre de formation. Donc, on fait venir le centre de formation dans leur entreprise. Donc, voilà, on a des guides, en tout cas, des exemples de bonnes pratiques qu'on met à disposition. Et puis après, à NLCI, équipe nationale, on se tient aussi à vos dispositions pour vous accompagner dans vos démarches. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Encore un grand merci à nos deux intervenantes. Audrey, Michel, merci beaucoup d'avoir été présentes ce matin pour intervenir et répondre aux questions. Merci à tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire ce matin. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Oui, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.